justement, je me suis rendu compte, donc à partir de mon travail, et alors c'est ça qui était, en ça c'était pour le coup une vraie thèse, parce que je pense l'inverse de ce que je pensais. Donc à la fin de ma thèse, je pense l'inverse de ce que je pensais, puisqu'au départ j'étais vraiment dans cette idée que, oui, la démocratie représentative était l'alpha et l'oméga, que j'étais vraiment tout à fait pénétrée de ce règlement selon lequel les élus finalement filtraient une volonté qui pouvait se montrer rationnelle. Donc à la fin de mon travail qui a visé à montrer que voilà, en fait, il existe un mythe selon lequel qui focalise la portée démocratique d'un gouvernement dans le suffrage universel ou dans le droit de vote, mais qu'il y a une série de principes qui sont à l'œuvre, et que puisqu'on constate une crise qui n'en est pas une, mais qu'en fait ça ne fonctionne pas bien, et ça je pense qu'il y a quand même personne qui peut le nier dans les indicateurs, à partir de là, et que je me suis rendu compte qu'on le savait avant 1831, qu'on le savait en 1919, mais que c'est maintenant qu'on a perdu ça de vue. Écoutez, moi, je me suis bornée à recenser toutes les propositions qui ont déjà d'ailleurs été formulées, ça qui est passionnant. Par exemple, la consultation populaire et le référendum. En Belgique, on est le pays le plus en retard de l'Union européenne là-dessus. Il y a une légère amélioration parce qu'on a une 6e réforme de l'État qui accorde la consultation populaire régionale. Ce qui est tout à fait typique, c'est qu'on a accordé, donc on a changé la Constitution pour permettre la consultation populaire régionale. Mais alors, quand vous lisez les travaux préparatoires, tout est envisagé en termes de balises. Donc, il y a, si vous voulez, il y a une communication sur le fait qu'on le fait. Mais il faut, et je pense que c'est 6 ou 7 balises, je ne sais plus combien il y en a. Et donc tout est envisagé en termes de balises et de manière frileuse. Parce que, de nouveau, on ressent, comme depuis la nuit des temps en Belgique, l'approfondissement de la démocratisation a suscité des peurs. Toujours pour les mêmes raisons. Il y a aussi l'argument chez nous qui est très mobilisé à chaque étape de la démocratisation, c'est les clivages communautaires, notamment sur le référendum et la consultation populaire. C'est en fait à la fois le monde politique et à la fois les constitutionnalistes qui invariablement avancent que ce n'est pas possible parce que les Flamands penseraient X et que les francophones penseraient Y et que donc ce serait la fin du pays. Moi je pense à l'inverse. Que précisément si on pense ça, alors il faut faire la consultation populaire et le référendum parce que je ne vois pas en quoi. Si on est persuadé que les gens sont à ce point divisés et ne sont plus capables de se mettre d'accord sur un point de vue commun, notamment sur la survie de la Belgique, alors j'ai vraiment envie de dire qu'au contraire, il faut le faire. Donc, l'argument qui, je pense, à mon avis, est valable, il faudrait faire la recherche dans les autres pays, mais ça ne m'étonnerait pas que dans l'histoire mondiale de la participation politique, c'est toujours l'irrationalité et l'incompétence des gens qu'on oppose. Chez nous, il y a en plus cet argument très fort des clivages communautaires, des divisions communautaires. Mais donc, on peut aller tous azimuts parce que les chantiers, en tout cas en Belgique, sont immenses. On peut avancer dans le référendum et la consultation populaire. On peut, vous savez qu'on a une expérience absolument fabuleuse chez nous qui s'appelle le G1000, qui a été une expérience privée, pas du tout étatique, mais qui a mis à l'honneur le tirage au sort. On peut avancer là-dedans. On parlait de la démocratie participative, même si de nouveau, moi j'ai du mal un peu avec ces termes, mais alors on va dire l'idée qui a été beaucoup développée en Belgique, c'était de mettre autour de la table des acteurs, donc pas uniquement les élus traditionnels, mais aussi par exemple les bénéficiaires d'une certaine politique, les usagers, les destinataires. Tout à fait, il faudrait se dire on peut développer ça, mais je pense qu'alors il faudrait des réglementations au niveau de chaque... vous voyez, pour le moment c'est tellement disparate et tellement tous azimuts que moi je me suis rendu compte que notamment il y avait via soi-disant des mesures de démocratie participative des retours néocapacitaires ou néocensitaires. Donc, notamment, j'avais retrouvé une réglementation dans laquelle l'idée c'était de réunir pas seulement les élus, mais aussi les personnes qui avaient des grandes connaissances dans tel ou tel secteur et des grandes aptitudes. Mais ça, c'est de nouveau les élites locales. Vous voyez, donc, ce qui est compliqué avec ces mesures qui visent de manière disparate à mettre autour de la table autre chose que les élites, enfin les élus, les élus traditionnels. C'est bien d'avancer là-dedans, mais il faudra un cadre normatif plus clair pour que ça ne se retourne pas. Je veux dire, ça devient un peu tellement, comment dire, la boîte de Pandore, en fait, ces démocraties participatives, si on n'y met pas un peu un cadre qui vise à réellement approfondir, et à mon avis, approfondir surtout le lien entre électeurs et élus. Une chose qu'on doit faire en Belgique et qui est un problème spécifique chez nous, c'est que
notamment sous couvert, puisqu'on est persuadé d'avoir basculé dans la démocratie depuis le suffrage universel, on s'est tout à fait détourné de la complexité de notre structure institutionnelle. Donc on a multiplié les gouvernements représentatifs chez nous. Puisque tous, de manière directe ou indirecte, le suffrage universel est à la base, on s'est dit que de toute façon tout ça, en gros, fait une démocratie. Or, moi j'ai montré dans mes travaux que la complexité institutionnelle belge, qui dépasse toute limite, je ne voudrais même pas commencer à vous expliquer le nombre d'assemblées qu'on a, en fait a évidemment un coût sur la citoyenneté, non seulement sur la citoyenneté électorale, même seulement définie, on va dire, au droit de vote, mais aussi sur cette belle citoyenneté défensive, c'est-à-dire toutes les libertés politiques non électorales, ce droit à la base de critique, même la liberté de la presse, le droit de pétition, toutes ces choses, dans un État extrêmement complexe comme le nôtre, faiblement aménagé, parce qu'on n'a pris aucune mesure pour apprendre et faire comprendre aux gens cette complexité, se révèle terriblement préjudiciable pour l'effectivité de la citoyenneté, même en termes de droit de vote, qui enseigne le droit public et le droit constitutionnel. C'est terrible quand vous y réfléchissez qu'il faut déjà des heures pour expliquer pour quelle assemblée on va voter et à quoi le vote va servir. C'est ce que j'appelle le droit de vote multifonctionnel. Chez nous, vous votez une fois et puis votre droit de vote se balade pour composer plein d'assemblées de manière indirecte. Et alors là, de nouveau, vous voyez, c'est un bon exemple de principe aristocratique ou effet aristocratique dont on a oublié la portée aristocratique. Parce qu'en 1831, l'élection directe, donc le fait que vous votez pour une assemblée de manière directe, était un des grands principes, sacro-saints principes qu'on avait consacrés. Pourquoi? Parce que les congressistes de 1831, qui étaient des révolutionnaires qui s'étaient battus contre le gouvernement hollandais, avaient eu à subir des assemblées représentatives composées de manière directe, indirecte, à couloir ou à tiroir. Et ils avaient pu constater que la citoyenneté, en fait, devient impossible par rapport à de telles assemblées. En 1919-1921, tout d'un coup, et ce n'est pas un hasard, comme le suffrage universel arrive, et que les censitaires, parce qu'il y avait encore en fait beaucoup de censitaires, je veux dire d'élites qui pensaient que le pouvoir devait être réservé aux meilleurs, vont tenter de multiplier les garanties, dont l'élection indirecte, en considérant que c'est une garantie, si vous voulez, qui va pouvoir, j'essaie de me rappeler les termes, de corriger et tempérer les effets réputés néfastes du suffrage universel. Donc l'élection indirecte, le fait d'utiliser, vous voyez, un suffrage universel qui va, c'est des assemblées comme les poupées russes, comme ça, est utilisé en 1919-21 en connaissance de cause. Voilà, pour tempérer les effets du suffrage universel. Et puis par la suite, on fait le fédéralisme belge et on fait du côté francophone un univers représentatif illisible, mais illisible, où l'élection indirecte est reine. Et où concrètement, tous nos ancêtres, en fait, nous auraient dit, si on les écoute, les congrès de 1831, les constituants, en le déplorant ou en l'encensant, nous disent, nous crient à la face que ça, on le sait, que quel que soit le cas de figure, ça consacre les responsabilités absolues des élus, l'impossibilité de lien avec les électeurs et un univers représentatif dans lequel la citoyenneté ne sait pas s'épanouir. Et ça, voilà, pour avancer dans la démocratisation du gouvernement représentatif belge et la complexité, particulièrement du côté francophone, parce que dans le nord du pays, ils sont beaucoup plus attentifs à cela, devrait être simplifié. On devrait revaloriser le droit de pétition, qui chez nous est devenu mais vraiment quelque chose de tout à fait dans la pratique, malgré de nouveau la proclamation constitutionnelle, est devenue dans la pratique tout à fait inefficace et peu valorisée. Et alors, j'en reviens à il faut résoudre ça, j'en suis absolument persuadée, il faut résoudre ce problème que le suffrage universel est tout seul incapable de remplir les mêmes offices représentatifs que le suffrage censitaire, en trouvant non seulement des lieux, mais des mécanismes où les électeurs et les élus peuvent rentrer en lien. Les électeurs peuvent contrôler ce que les élus font, les élus peuvent rendre des comptes et retomber dans un mécanisme de type plus contractualiste, c'est-à-dire nourrir, en fait, entre deux échéances, 4, 5 ou 6 ans, le lien représentatif par autre chose que de la distance. Alors, soit on se tourne vers les partis politiques. Moi, je pense qu'il serait grand temps de faire que les pouvoirs publics s'occupent de ça. Parce que quand on y réfléchit, les pouvoirs publics, enfin l'État, a largement délégué aux partis politiques cette mission. Mais en 1919-1921, ça fonctionnait parce qu'il y avait encore des militants. Il y avait une certaine, pas une identité totale, mais une certaine adéquation entre le fait d'être militant et d'être électeur.
Donc l'État n'a pas eu à se préoccuper de ça. Maintenant, l'État voit que les militants, enfin très concrètement, les partis politiques sont de plus en plus composés eux aussi de manière endogamique. Et donc, ces structures sont en tout cas à l'heure actuelle incapables d'opérer cette médiation. Et donc, il faut que les pouvoirs publics investissent là-dedans. Ça a l'air d'être une mesure parce que ça me frappe, ça. Vous voyez, la consultation populaire, le référendum, le tirage au sort, c'est beaucoup plus, d'une certaine manière, bling-bling. Mais en fait, le fait simple que des pouvoirs publics, que ce soit chez nous les communes, les provinces, les régions, peu importe, organisent de manière réelle et de manière dynamique des lieux de rencontre où les élus doivent venir dire ce qu'ils font, où les électeurs peuvent venir leur poser les questions, les serrer de près. Ce serait une manière de rétablir un lien où il y aurait une explication des enjeux, une explication des campagnes électorales. Je ne sais pas chez vous, mais moi ça me frappe. Quand vous recevez en Belgique votre déclaration fiscale, vous avez un mode d'emploi de 200 pages. Vous recevez votre déclaration électorale, il n'y a rien. Alors qu'on a le paysage représentatif le plus compliqué de la planète et en plus, on a le vote électronique. Donc c'est incroyable. L'abandon et la désertion d'une vision étatique de la citoyenneté, c'est-à-dire une citoyenneté aussi où les différents acteurs sont traités de la même manière, de manière impartiale, de manière objective. Et c'est ça aussi le rôle du pouvoir public par rapport à cette lutte partisane, par rapport aux campagnes partisanes, l'organisation de la campagne électorale sur les bases de neutralité, d'objectivité qui fournirait un espace dynamique et interactif pour les électeurs et les élus qui leur permettrait de rentrer en lien. Ben, si ça ne fonctionne pas, on déplorera le fossé. Mais si on ne fait jamais de pont, ben alors il ne faut pas déplorer le fossé. Hein. Il va continuer, c'est absolument sûr. We should run away.